Bonjour à tous, bonjour à toutes. Mon nom est Julie Huard et j'ai le grand plaisir, l'immense plaisir de vous souhaiter la bienvenue virtuelle à cette table ronde intitulée Est-ce que les écrivains changent le monde? Qui est présentée par l'Association des auteurs de l'Ontario français ainsi que par le Salon du livre de l'Outaouais. Alors, avant d'entrer dans le vif de ce très grand sujet, permettez-moi de vous présenter les auteurs qui vont participer à cette table ronde. D'abord, Mishka Lavigne. Bonjour, Mishka. Bonjour. Qui est une auteure dramatique et traductrice littéraire de la région. Elle a reçu, pas plus tard qu'hier, félicitations, le prix littéraire Jacques Poirier du SLO pour son dernier livre Copeaux, qui a été publié aux éditions L'Interligne. Elle a aussi été lauréate du prix du gouverneur général 2019 pour sa pièce Havre. Aurélie Lacassagne, bonjour, est originaire de France. Elle habite le nord de l'Ontario depuis 2001 et elle enseigne la science politique à l'Université Laurentienne à Sudbury. En 2017, elle publiait chez Prise de parole Perspectives créoles sur la culture et l'identité franco-ontarienne. Aurélie Lacassagne qui aime prendre la parole. Peut-être que Louenas Assini, qui devait s'en venir, peut-être va-t-il arriver, peut-être a-t-il eu un petit peu de difficulté à trouver le 39 rue Le Duc. Enfin, on attend Louenas Assini. Et le dernier, non le moindre, Blaise Ndala. Bonjour Blaise. Bonjour Julie. Qui est né en République démocratique du Congo. Il a fait des études de droit en Belgique avant de s'installer au Canada en 2007. Cette semaine, il lançait son 3e roman, Dans le ventre du Congo. Ça avait déjà été publié en France, mais c'était aux éditions du Seuil et ça a été lancé cette semaine, donc, chez Mémoire d'Encrier. Il remportait l'an dernier, entre autres prix, le Combat national des livres de Radio-Canada avec son livre Sans capote ni kalachnikov. Alors, bienvenue à tous. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que les écrivains changent le monde? C'est une grande question. Ce sont des choses qui ne se font pas du jour au lendemain. Est-ce que ça veut dire quoi pour un écrivain, une écrivaine, changer le monde? Est-ce que c'est un besoin ou est-ce qu'on parle tout simplement d'une grande utopie? Allons-y d'abord avec toi, Mishka, qui me regarde avec de grands yeux. En quelque part, je crois que l'idée de changer le monde dans la perspective des écrivains ou dans la perspective des artistes, c'est peut-être plus spécifiquement changer une personne à la fois ou changer la mentalité de peu de gens d'un coup pour essayer de commencer à créer une espèce de mouvement de masse. C'est sûr qu'au fil de l'histoire, il y a eu des mouvements littéraires ou des mouvements artistiques qui étaient en réponse à l'ère du temps, si on veut. Mais je crois plus spécifiquement, puis je prêche pour ma paroisse en parlant de théâtre. Le théâtre, c'est un art de partage, c'est un art dans lequel on est face à un public. Puis le public de théâtre, en quelque part, ça reçoit l'information, le texte, la pièce en temps réel. Donc, il y a vraiment la possibilité de toucher les gens. Puis là, on peut aller loin dans l'idée même des Grecs anciens de catharsis vécue par le public à cause de ce qui se passe sur scène. Donc, cette idée-là que les écrivains ou que l'art, la littérature peut changer le monde, pour moi, c'est que ça passe par les gens individuels qui le reçoivent. Mm-hmm. Donc, pas par pas. Petit à petit, oui. Petit à petit, c'est ça. Il y a un petit chemin qui se crée. Donc, est-ce qu'on peut dire que ce n'est pas une grande utopie, Blaise Ndala? Ben, je pense qu'il y a une part d'utopie quand même, parce que, comme le disait un peu Mishka, si on y va de manière beaucoup plus pointue, il faut quand même une grande masse critique, des gens qui vont au théâtre, qui lisent le livre, qui accèdent à cette littérature pour qu'un mouvement important soit impulsé et puisse provoquer un changement. Et si on isole que les écrivains, c'est assez prétentieux, me semble-t-il, que de croire qu'on serait dans notre petit monde d'écrivains capables comme ça de grands mouvements qui puissent générer relativement rapidement des changements dans la société. Mais ça participe à cette utopie qui est nécessaire pour que ne serait-ce
nous donnions un sens à cette création et nous puissions, n'est-ce pas, nous sentir utiles avec ce qu'on appelle les arts miraculeuses. Poésie, fiction et consorts dans la société. Et là où j'ai tendance à apporter de la nuance, c'est que ça dépend aussi, cette capacité, je vais dire, de participer au changement, participer, contribuer au changement de la société. Et elle est beaucoup fonction, je pense, de quelle société on parle. Quel est le rapport de cette société à l'écriture, à l'œuvre littéraire? Et quel est le statut, la place qu'occupe l'écrivain qui est au centre de cette démarche créative dans la société en question? Si nous parlons d'une société comme, prenons celle où vécu, un cas qui va revenir sans doute, Émile Zola, quand il lance la fameuse affaire Dreyfus dans le journal L'Aurore au 19e siècle, on est dans une société française qui est en résonance continue avec ses écrivains depuis très très longtemps. Et donc, porter une cause qui est celle de la lutte contre l'antisémitisme et pour la justice et l'égalité dans cette société-là, à travers un écrit, même si c'est pas toute l'œuvre de Zola qui se résume dans l'affaire Dreyfus, mais en tout cas, l'engagement, parce qu'il s'agit d'engagement de Zola dans cette affaire, donc la résonance que ça va avoir, a pu provoquer un débat important et faire bouger les lignes sur la perception de la société française sur la question juive, parce que dans cette société, on avait une longue tradition, on avait un accès aux livres, un accès aux œuvres littéraires qui faisait que Zola et son temps étaient en phase avec cette société. C'est pas nécessairement le cas. Et c'est important de le dire puisque nous parlons du Canada. C'est pas nécessairement le cas, par exemple, dans des sociétés où l'accès aux livres, l'accès à la littérature est extrêmement limité. Quand on a des écrivains, je parle au Nigeria, au Niger, au Cameroun, dont les œuvres sont peu lues, peu distribuées, dont la circulation est extrêmement entravée pour diverses raisons. Je ne suis pas certain que dans ces sociétés, même si j'aimerais bien croire le contraire, je suis moi-même congolais, évidemment, d'origine congolaise, je suis pas sûr que dans des sociétés comme celle-là, le changement que l'on voudrait voir arriver grâce aux idées véhiculées dans les œuvres littéraires procède nécessairement par le rôle des écrivains. C'est souvent, malheureusement, d'ailleurs, à l'extérieur que ces écrits vont avoir une résonance, quitte à revenir, mais il n'y a pas ces maillages, il n'y a pas cette complicité dans la société qui reçoit ces lettres-là pour que ça puisse véritablement jouer. Peut-être qu'il y a une différence, effectivement, quand on est à l'intérieur ou quand on est à l'extérieur de la publication. Pour vous, Aurélie, comment réfléchissez... Les chasseurs sachant sacher. Comment vous réfléchissez à cette question-là? Je vais faire écho à ce que disait Blaise et puis prendre la situation finalement, parce que ça dépend effectivement de la situation dans laquelle les écrivains se trouvent. Et pour les écrivains qui se situent, alors on va appeler ça dans les marges, en contexte minoritaire, sa prise de parole, elle a une portée politique. Nécessairement, même si c'est pas l'intention de l'auteur, c'est Deleuze et Guattari dans leur étude sur Kafka et sur la littérature mineure qui disaient ça. Dans une littérature mineure, ce qui est le cas de la littérature franco-ontarienne, tout y est politique, nécessairement. Et l'autre aspect de la nature politique de notre littérature, c'est aussi elle est la condition même de notre existence. On est une communauté culturelle, on existe à travers la parole de nos écrivains. Donc, dans ces cas-là, effectivement, je ne sais pas si les écrivains changent le monde, mais en tout cas, ils changent la communauté, ça c'est sûr. Mais il y a aussi, vous parliez, Mishka et Blaise parlaient de l'aspect un peu plus utopique. Oui, pour moi, il y a quand même une part d'utopie dans la mesure où l'écrivain, la littérature, il y a un aspect universel. Mishka, tu parlais de la Grèce antique et de l'importance du théâtre. Il y a que ce soit le théâtre, que ce soit les contes, on retrouve ça dans toutes les civilisations, à travers les âges, à travers les temps. Donc il y a quelque chose de fondamentalement universel et quelque part on écrit toujours pour laisser une trace pour l'humanité, pour partager son expérience de vie, pour faire réfléchir, pour faire penser, pour permettre aux gens d'imaginer un autre monde possible. Et il y a un aspect, il y a un caractère utopique, et en même temps, s'il n'y a pas ça, il y a plus grand-chose qui reste.
il faut rêver, il faut, si on peut, faut se propulser. Si je peux rebondir là-dessus aussi, c'est que dans la plupart ce qu'on pourrait appeler les cultures minoritaires, l'art passe souvent par admettons, le théâtre, les contes, l'oralité. Si on regarde la culture acadienne, la culture franco-ontarienne, la littérature est née de manifestations qui n'étaient pas nécessairement du roman. Donc, en Acadie, on a eu une grande montée de poètes. En Ontario français, ça a été beaucoup le théâtre, ça a été beaucoup la poésie, avant d'être peut-être le roman, avant d'être peut-être ce qu'on considérait qui serait de la littérature plus classique, si on veut. C'était ce qui était facilement présentable à des gens, donc du théâtre, de la poésie qu'on pouvait faire dans des bars, de la chanson. Puis tout ça participe à une affirmation d'une culture minoritaire, en quelque part, qui peut commencer à vivre en étant partagée de façon orale. Plutôt que de façon écrite. C'est encore comme ça dans bon nombre de pays. Quand on va en Afrique, le théâtre se passe dans la rue. Puis, un des plus gros marchés du spectacle au monde, c'est le marché des arts du spectacle d'Abidjan. Donc, c'est vraiment le théâtre, les arts vivants, les arts de la scène de toute l'Afrique qui sont présentés. Bien oui. Absolument d'accord, pardon, si vous permettez. C'est pour ça que je plaçais ces bémols en prenant les écrivains dans leur globalité. Ça me paraissait moins pertinent dans certaines sociétés où l'accès aux livres, comme je le disais, est problématique. Et cette exception que soulève Mishka dans son domaine est très, très intéressante parce que ce qu'on va découvrir dans des sociétés comme l'Afrique, et c'est valable pour certaines zones de l'Asie aussi, c'est que grâce à des arts populaires comme les théâtres, cette barrière-là a beaucoup plus facile à être cassée. Je pense à des auteurs marquants qui ont parfois d'ailleurs payé de leur courage les idées qu'ils ont voulu porter pour transformer des régimes dictatoriaux dans leur pays. Et donc, je pense à quelqu'un comme Ngugi wa Thiong'o au Kenya, qui, face à cette difficulté de l'accès au livre, lui a pris à bras le corps dès le lendemain des indépendances, par exemple le théâtre, et qu'il a propulsé, et c'est ce qui lui a valu la prison. Au point d'ailleurs qu'il y a une anecdote intéressante à cela, la police kenyane qui poursuivait Ngugi dans les années 70 est allée jusqu'à lancer un mandat d'arrêt contre un personnage d'une pièce de théâtre que Ngugi faisait jouer, le prenant presque pour quelqu'un de réel. C'est dire vraiment que oui, il y a effectivement ces décalages avec les livres qui pénètrent difficilement dans certaines sociétés, mais le théâtre notamment est l'un des véhicules que des gens comme Ngugi, comme Wole Soyinka au Nigeria, comme Sonny Labutansi au Congo-Brazzaville, et c'est valable dans d'autres sociétés évidemment, ont pu casser cette barrière et faire passer ces idées qui peuvent créer une masse critique pour peut-être apporter un changement. Un véhicule privilégié. Quand on est dans une société qui a aussi des codes très spécifiques pour ces arts de la scène, comme admettons en Indonésie avec le Kathakali, on peut faire une critique acerbe du gouvernement en place en disant, ben non, c'est des marionnettes. On n'est pas en train de faire quoi que ce soit de dangereux, mais oui, en réalité. Donc. On dit la vie. Un quatrième auteur se rajoute à cet entretien. Louena Sassini, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes un Algéro-Canadien d'origine kabyle. Louenas a quitté l'Algérie en 2001. Je fais une toute petite présentation avant de vous poser la prochaine question. Vous êtes ma prochaine victime, Louenas. Il immigre au Québec et travaille actuellement comme enseignant, donc en Ontario. Il a émigré au Québec en 2006. La République de l'Abîme est son deuxième roman. Après La Coureuse des vents, et tous les deux sont publiés aux éditions L'Interligne. Louenas, on a déjà abordé la première question, est-ce que les écrivains changent le monde? Vous savez, c'est une question qui m'a été posée un jour quand j'étais en Guinée, dans une classe d'école secondaire, jeune secondaire. Et c'est un vraiment très jeune garçon. Madame, est-ce que les écrivains changent le monde? Je dois vous dire que... C'est là où ça m'a été posé comme question. Puis je me disais, mais oui. Puis là, ça m'a interpellée et je me suis dit, OK, d'accord, quel est le pouvoir concret qui réside au bout de nos stylos? D'abord, bonjour tout le monde.
En 2017, j'avais justement assisté à une rencontre du genre et la même question nous a été posée, moi en compagnie de 3 autres auteurs. Est-ce que les livres ou les auteurs changent le monde? À l'époque, j'avais dit, les livres ne changent pas le monde, mais ils changent les individus. Ils changent les individus. Les individus. Je dois dire que depuis, la question n'a de cesse de trotter dans ma tête. Et je n'ai pas encore une question définitive et une réponse définitive. Et je pense que nous serons toujours dans le pour et le contre, etc. Juste hier, me préparant à cette question, je posais la question à un ami philosophe. Tiens, je vous pose cette question qu'on va nous poser demain. Et puis, on a parlé de Derrida, on a parlé d'un tas d'auteurs, on a parlé de la République de Platon, parce qu'il a fondé une certaine idée du vivre ensemble. Et puis, j'ai posé ce matin même la question à mon épouse. Est-ce que les livres changent le monde? Je pense que les livres changent d'abord le monde des hommes et des femmes. Parce que, pourquoi ils changent le monde? J'aimerais parler un petit peu les anthropologues disent que l'être humain est devenu un être social, probablement après la découverte du feu, après que l'humain ait commencé à apprivoiser le feu. Nous sommes passés de la culture à la nature, pendant que nous attendons, de la nature à la culture, pendant que nous attendions la cuisson de la viande, nous discutions. Et donc est né le conte, est né le mythe, est née l'histoire que nous colportons depuis, est née la fiction. Donc l'être humain, grâce au langage et puis à son imaginaire, est devenu un être créateur. Et donc, un être créateur. Les livres changent le monde des humains, mais il faudrait qu'ils arrivent aujourd'hui à ce qu'ils puissent changer le monde tout court. Parce que oui, les livres ont fait avancer l'humanité, les livres nous ont placés dans une position qui est la position où nous sommes devenus, grâce à la fiction, un petit peu comme les dieux de la nature. Je pense qu'il est temps que les livres participent aussi à ce que nous soyons les égaux de toutes les espèces de la nature. C'est une très belle façon de le voir. En vous lisant tous les quatre, vous passez par... Le thème de l'identité est très préoccupant. Dans tous vos livres, on retrouve ce thème-là. Puis moi, je me suis demandé, est-ce que la question de changer le monde, d'influencer, passe par nos identités propres? Aurélie, qu'est-ce que vous diriez à ça? Mais il y a un aspect, on l'a dit, la littérature elle a un impact sur le monde, sur l'humanité, sur son cours, mais elle nous marque aussi personnellement, individuellement, intellectuellement, effectivement. Qui on va lire, notre parcours littéraire personnel. Moi, je sais que dans mon cas, ça a beaucoup contribué à qui je suis devenue. Donc mon identité, elle est multiple parce que il y a beaucoup de choix que j'ai fait dans ma vie, qui ont été des choix qui ont suivi en fait des lectures. C'est bon, on sait, la rencontre avec nos professeurs de français à l'école est toujours assez fondamentale. J'ai eu la chance d'avoir une prof extraordinaire en seconde au lycée, puis elle nous a fait lire Pouchkine. J'ai voulu faire du russe, puis parce que je me suis dit qu'un jour j'allais lire les grands écrivains russes dans leur langue. J'ai une prof qui nous a fait lire, je me rappelle, c'était en 3e, Léon l'Africain d'Amin Mahalouf. Pareil, une révélation. Quand vous avez 15 ans et qu'on vous fait lire Cahiers d'un retour au pays natal, ça change votre monde, ça change qui vous allez devenir dans votre vie. Donc ça, c'est bon. Il y a ça dans ce parcours-là. Puis moi, dans mon parcours et dans mon identité, je me suis très rapidement, j'ai déménagé à Sudbury en 2004, de Sault Sainte Marie.
Et je vais très rapidement adopter et me définir comme franco-ontarienne, mais parce qu'il y a une rencontre avec les écrivains, avec nos poètes, avec nos dramaturges. Je suis tout bonnement la voisine de Robert Dixon, et donc il me dit je suis poète. J'ai dit bon, bonjour, un voisin poète, ça part mal quand même dans la vie. Puis bon, je vais acheter quand même son dernier recueil. Il m'avait pas dit qu'il avait reçu le prix du gouverneur général. C'était Grand ciel bleu par ici, non? C'était Un paysage en temps de paix relative. Ah oui, c'est ça, oui. Et puis bon, il y avait des biens à côté, il y avait d'Alpé, bon bref, voilà. Donc j'ai acheté tout ça, puis ça me parle. Pour la première fois, je lisais de la poésie, puis ça me parlait. Puis moi, c'est ça. À partir de ce moment-là, je deviens franco-ontarienne. Alors moi, c'est mon identité franco-ontarienne. Pour le coup, elle est complètement liée au fait que je sois tombée en amour avec la littérature franco-ontarienne. En fait. Donc, ce sont des coups de cœur littéraires, ce sont des coups de cœur poétiques, des coups de cœur culturels. Tout à fait. Tout à fait. Mishka? Un peu la même chose. J'ai l'impression qu'on a tous ces lectures-là qui nous ont changés ou qui sont arrivées à des moments dans notre vie, souvent à l'adolescence ou début de l'âge adulte, qui nous marquent puis qui forgent soit la façon dont on décide d'écrire, mais aussi la façon avec laquelle on interagit avec le monde, les produits ou les produits artistiques, les produits culturels qu'on va continuer à consommer plus tard, ce qui va aller nous intéresser. Puis j'ai l'impression que c'est ces rencontres-là, à ces âges-là où on est, influençable, qui viennent vraiment marquer quel genre d'auteur ou quel genre de choses on veut faire avec de personnes on va devenir, comme Aurélie parce disait. Que il y a aussi de ces rencontres-là qui sont marquantes. Pour là, on est des auteurs autour de la salle ici, mais il y a des rencontres comme ça qui se font pour tout le monde, puis même les gens qui finissent par pas faire une carrière en art ou pas faire une carrière qui touche de près ou de loin à la culture ou aux arts, vont avoir ces rencontres-là qui vont les marquer ou qui vont rester ancrés en quelque part. Quels écrivains, justement, ont été marquants pour vous? Quels mots vous ont secoué? Quels mots vous allez garder avec vous pour le reste de votre vie? Quels auteurs ont ouvert vos consciences? Blaise? Alors là, quand je t'entends, Julie, puisqu'on se tutoie, oui. Il y a trois qui viennent, sans réfléchir. Il y a trois qui viennent. Le premier, en écho à ce que disait Aurélie tantôt, sur les projets de vie, de carrière, de devenir qu'on va avoir jeune. Et moi, ça se passe à 11-12 ans à peu près. C'est un auteur congolais, un dramaturge, que beaucoup de gens ici ne connaîtront pas et qu'on connaît peu au Congo, qui s'appelait Mpisi Manga Lotem, qui avait écrit une pièce de théâtre intitulée Les armes et les larmes de Soweto. C'est la pièce, j'en parle parfois, dans laquelle je vais jouer à 12 ans le rôle d'un avocat blanc sud-africain qui défend la cause d'étudiants noirs. Oui, j'ai été blanc, hein, tu vois. Oui. On ne parlera pas d'appropriation. Allez le dire à Robert Lepage. J'ai été blanc au moins une fois dans ma vie. Bon, la deuxième fois en Haïti avec un sens différent, quand je suis allé avec Avocats sans frontières Canada, mais c'est cette pièce où je joue le rôle d'un avocat blanc qui défend des étudiants noirs de Soweto face à des policiers blancs qui ont commis des massacres, va pour la première fois de ma vie, m'ouvrir les yeux sur le monde de l'apartheid. Et le mot, c'est l'apartheid. Donc, je découvre l'apartheid à travers cette œuvre théâtrale marquante, poignante, qui est sortie quelques années après les événements le massacre de Sharpeville en Afrique du Sud. Ça a été déterminant, et à telle enseigne d'ailleurs, que je vais devenir avocat, que je vais me spécialiser dans le droit humain. Donc, je vais voir devant moi s'ouvrir vraiment une lumière sur la question de la justice, de l'égalité raciale, toutes ces questions vont venir par ce théâtre. Le deuxième auteur, écrivain, dramaturge également, mais également penseur et romancier et consort, qui est du Congo-Brazzaville, qui est Sonny Laboutansi, par lequel j'ai découvert Garcia Marquez, qui lui est très très proche dans la filiation littéraire,
qui est un pamphlétaire, un roi de la satire, mais dans la pure tradition de Beckett et autres. Lui va me marquer très très jeune également. Il va influencer je pense, jusqu'à ma manière d'écrire. Un titre comme celui que vous voyez dans le ventre du Congo est un titre, on dit certains spécialistes qui ont lu, c'est un titre très sonien parce qu'il avait un rapport au ventre comme ça dans beaucoup de ses œuvres. Il avait cette phrase fameuse, par exemple, il disait « Que voulez-vous que j'y fasse? Les choses viennent du ventre ». Il avait cette façon d'aller chercher dans ses tripes le dire brûlant, satirique qui enflammait ses œuvres, notamment La vie et d'Émile, le roman par lequel je veux le découvrir. Et enfin le troisième, qui lui est un Européen d'origine polonaise, qui m'a beaucoup marqué également, et ça rejoint la question de l'identité, mais pour une raison qui est plutôt paradoxale, une raison que je pourrais dire presque négative. Il s'agit de Joseph Conrad, avec un classique que l'on connaît, Au cœur des ténèbres. Oui. Parce que, comme vous le savez, ce classique a donné naissance aussi à cette expression, le cœur des ténèbres, qui est collé souvent au Congo, associé à tous les drames et de manière plus générale à l'Afrique. Donc, au-delà de l'œuvre, de tout ce qu'on a pu dire sur cette œuvre-là, qui est classique, qui est monumentale, moi, quand je découvre cette œuvre au début de ma vie d'adulte et que je vois l'univers, le noir, l'Africain, le Congolais, qui est peint pratiquement en sauvage, qui n'a pas de nom dans ce roman, un peu à la manière du livre de Victor Hugo que Kamel Daoud, L'étranger, un peu de Camus, pardon, de Camus. Il n'y a pas de nom, les Congolais n'ont pas de nom, c'est une masse de brutes qui accompagnent des Européens qui voyagent, qui mangent de la chair humaine, alors que c'est des chasseurs, qui sont dans une région où on manque de rien. Donc ça, c'est un livre qui va beaucoup m'ébranler sur la manière dont la littérature de cette période-là, les auteurs qui écrivaient le roman d'aventure, comme on les appelait, le roman coloniaux, c'était souvent des aventuriers qui allaient en Afrique, qui revenaient de Tombouctou, des Djéné, et qui couchaient par écrit les nègres qu'ils avaient découverts. Cette littérature-là, qu'on retrouve encore aujourd'hui, a changé le monde dans la tête des Européens, des Occidentaux de cette époque-là. Ça construit un imaginaire sur l'homme noir, sur les nègres, qui n'est pas étranger à la façon dont, pendant des siècles et encore aujourd'hui, les Africains et les Afro-descendants sont perçus. Donc, quand nous disons, pour revenir à la question centrale, que les écrivains changent le monde, il faut penser aussi à tout ce qui est bâti comme univers et qui peut essentialiser les êtres à travers ces plumes-là. Et donc, moi, toutes ces rencontres-là, transparaissent à la fois dans ce que je suis devenu, dans ce que je fais, de la manière dont j'écris, et également dans certaines thématiques qui peuvent devenir récurrentes dans certaines de mes œuvres, pour peu qu'on essaie de voir un peu en filigrane ce que j'essaye de déconstruire parfois ou de dire autrement. Pour vous, Louwenas, quelles sont les œuvres qui vous ont marqué, secoué? Qu'est-ce que vous transportez Il y a une émission que j'aime regarder, une émission littéraire, et française sur TV5 Monde, et à chaque, si ma mémoire est bonne, à chaque fin on consacre quelques minutes pour poser la question à l'auteur, quel est ton livre, le livre qui t'a tracé? Et les réponses, ils sont incroyablement multiples. Alors ça va de Céline à Erskine Caldwell, à Kate Biasine, à Ernest Hemingway. Moi j'ai envie de dire que les livres qui m'ont forgé, qui nous ont forgé, c'est un coup de hasard. Je veux dire, chaque livre tire en nous des fondations qui finissent par construire la personne que nous sommes. Et qui construisent, pour revenir à la question, pour rebondir sur la question de l'identité, et qui construisent ce que nous sommes. Vous avez parlé tout à l'heure d'Amin Malouf, qui disait quelque part que l'identité est comme une empreinte digitale. Je suis enseignant dans une école franco-ontarienne et je vérifie cette question quotidiennement. Je suis au milieu de mes élèves, je suis au milieu d'une école composée de plus de 50 cultures. À midi, à la période du dîner, quand les enfants ouvrent la boîte à dîner, la dimension même de la géographie change parce qu'on a l'impression de voyager sans les billets d'avion. Et donc, cette identité, moi qui suis enseignant en Ontario, franco-ontarien, et qui habite au Québec et qui suis d'origine kabyle, arrivant au Canada, ayant effectué ses études en France, ce n'est pas pour parler de moi. C'est tout un beau mélange culturel, en tout cas. C'est pour parler
de la composition, de la ratatouille identitaire qui nous compose. Je dis aux enfants, en parlant de livres, actuellement, je suis en train de leur faire découvrir une bande dessinée, une série de 5 bandes dessinées d'Irina Sendler, la dame polonaise qui a sauvé d'une mort certaine plus de 2500 enfants juifs. Et je leur parle souvent, et à un certain moment, on a affiché sur un mur une fameuse phrase du grand poète Aimé Césaire, « Ma race, la race humaine, ma religion, la fraternité ». Pour revenir à la question, je dis toujours à mes élèves, je suis un peu de chacun d'entre vous. Chaque fois que vous ouvrez, chaque fois que vous me parlez de vous, je manquais un petit peu de vos identités. Chaque fois que j'ouvre un livre d'Annie Laferrière, de Blaise Ndala, de n'importe quel auteur, je deviens un peu lui. Il y a autant d'identités qu'il y a d'êtres humains, si ce n'est davantage. Alors, maintenant, c'est pour revenir à la question, les livres. Comme je suis arrivé en retard, j'ai cru comprendre que vous parliez un petit peu de l'influence des livres concrètes dans la vie tous les jours. Je suis algérien et il y a une phrase extraordinaire de Tal Jaoud qui dit justement la valeur du livre en société. On est dans les années 90. Une guerre civile génocidaire, il dit si tu parles, tu meurs, si tu dis tu meurs, si tu ne dis pas, tu meurs. Alors parle et meurs. Donc, j'allais dire, heureusement qu'il y a tous ces livres comme des fenêtres qui nous sont ouvertes sur le monde. C'est Jules Renard qui disait tant qu'il me reste des livres à lire, je serai heureux. Je suis sûr que je serai toujours heureux. Alors, donc ces livres, ils nous composent, ils apportent leur édifice à la construction d'un multi-identitarisme, j'allais dire, qui fait que j'ai l'impression que nous devenons plus ouverts, nous devenons plus humains, nous devenons plus, etc. Et pourtant, l'ONAS, on semble avoir peur de certains auteurs. Il y en a qu'on va assassiner, il y en a qu'on va égorger. Ça, c'est tout nouveau de cette année. Il y a des gens qui... Par exemple, je pense à Karim Akouche, qui, avec son nouveau livre, La déflagration des sens, qui démolit pas mal l'islam. Alors, ça devient dangereux pour certains auteurs de dire, vous disiez dire ou ne pas dire, mais là, quand on parle et que la liberté d'expression aussi est en danger, et ta vie est en danger. Je pense que le livre, j'allais dire aussi la parole de l'intellectuel, est plus que jamais urgente. C'est justement, je lisais il y a quelques jours sur l'histoire des autodafés. Et autodafé, ça veut dire acte de foi, et il date de l'Inquisition. Mais dans l'imaginaire universel, l'autodafé a pris le sens de l'incendie des livres qu'on brûle, notamment pendant l'époque nazie. Alors, il y a une sorte de dérive du sens grâce à la puissance des livres, justement. On parle de l'autodafé comme si on pensait naturellement aux livres. C'est parce que les livres, pour paraphraser Kafka, surtout les plus osés, sont comme des coups de hache qui sont portés à la mer gelée en nous. Aurélie, vous avez pris des notes, ouais, je pense que oui, ça tout vous à fait, inspire. parce que je pense que l'ONAS a tout à fait raison. C'est pour moi la littérature, c'est une arme de destruction massive, et depuis tout temps.
si les livres, les écrivains ont été séquestrés, emprisonnés, torturés, massacrés, c'est justement parce qu'ils sont extrêmement dangereux, parce qu'il y a cette prise de parole, parce qu'il y a ce pouvoir qu'ils ont sur la société, de faire réfléchir déjà la société, et toute montée vers le fascisme, tout régime qui s'installe, ce sont toujours les écrivains les premiers qui vont être ciblés. On l'a vu en Algérie, on le voit en ce moment au Bélarus avec Svetlana Alexievitch, qui y a échappé, elle est en Allemagne, mais c'est toujours eux. C'est Cioran qui disait que le livre doit être un danger, parce que effectivement c'est le but de l'écrivain, mais pour ses pouvoirs, pour ses autoritaires, c'est ce qu'il y a de plus on n'achète pas un écrivain, enfin aussi on en a acheté surtout en France pendant la Seconde Guerre mondiale, mais c'est beaucoup plus difficile. Il y a eu plus d'écrivains quand même qui se sont engagés dans la résistance qu'on collaboré, et effectivement je pense qu'il y a une urgence aujourd'hui, parce que on censure beaucoup plus, on muselle, on ferme les bibliothèques, et ça pour moi c'est le signe d'une société qui va mal, c'est le signe d'une société qui est en train de se fasciser. Il y a vraiment quelque chose, on le sent bien, c'est un esprit du temps, un espèce de zeitgeist là, il y a vraiment quelque chose de pourri au royaume du Danemark, puis on est tous danois en ce moment, et effectivement faut qu'il y ait une réaction, puis sans nos écrivains ça va être très difficile de réagir. C'est redevenu un service essentiel. Enfin. Mais juste le temps que ça a pris pour qu'on comprenne que c'était un service essentiel, ça en dit quand même très long sur l'état de notre société. Mais aussi, les écrivains autant peuvent montrer qu'il y a quelque chose qui va mal. Je pense automatiquement à Brecht. Juste avant l'élection d'Hitler en 1933, Brecht commençait déjà à dire il y a quelque chose qui s'en vient, puis il y a quelque chose qui se prépare, puis Brecht a dû quitter l'Allemagne. Mais on a aussi l'autre pendant, c'est que les écrivains restent un devoir de mémoire, créent un devoir de mémoire après des événements comme ceux-là. Si on pense par exemple à la nuit de Elie Wiesel, qui vise à ça dénonce pas, ça fait juste rendre hommage, ça fait juste dire voici ce qui s'est passé dans mes mots à moi, dans mon histoire à moi, pour pas qu'on oublie. Donc, les écrivains restent essentiels, même après les événements, pour rendre compte de l'histoire. Puis je crois que ça reste un des rôles fondamentaux de cette utopie des écrivains qui changent le monde. Si on a la mémoire qui est restée dans les livres, on peut essayer de ne pas répéter ces terribles choses de l'histoire. On le souhaite. On le souhaite. Pourquoi vous écrivez, vous, Blaise Ndala? Encore? C'est un dernier tour de table, hein, parce que là, je regarde, il nous reste 4 minutes, 1 minute par auteur. Pourquoi vous écrivez? Je répondais à cette question il y a quelques jours. Je pense que si j'avais vraiment la réponse précise, peut-être qu'elle me bloquerait. Alors je dirais, je mets le doigt dessus, sans tomber dans quelque chose de, je sais pas, de métaphysique ou quoi, mais je crois qu'il y a un désir irrépressible, carrément irrépressible, de faire porter au lecteur quelque chose qui est plus grand que moi, qui m'étouffe, qui m'envahit, qui m'habite tellement que je ne peux pas me contenter de la seule voix intérieure avec laquelle je la rumine. J'ai besoin, donc voilà, de déposer sur les épaules du lecteur, littéralement, ce regard que je porte sur un sujet donné. Ça c'est des manières plus générales. Et puis, de façon peut-être très, très prosaïque, j'écris aussi pour rendre fière ma mère. C'est aussi bête que ça. Et je raconte, oui, ma mère est très, 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 très la première raison, on va dire. Très, 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 très fière de savoir que ce gamin pour lequel on l'a invité un jour dans les années 80 dans une salle des classes par un enseignant qui disait le petit Blaise, plutôt que de suivre le cours de calcul, voilà ce qu'il est en train de faire. Mais il est en train d'écrire le poème.
voilà, et que ma mère qui dit, écoute, pas dans la salle, mais il faut que tu continues à écrire. Ton père qui n'est plus avec nous, peut-être qu'il tombera sur un bouquin un jour avec ton nom dessus qui reviendra. Tu dis ça à un enfant de 11 ans, mais moi, j'ai pris ça au sérieux et ça m'a habité. Et je sais, à chaque fois que ma mère apprend quelque chose, un livre est sorti, il y a eu telle recension, ceci, cela, on m'a vu à TV5 Monde, elle est super fière, elle appelle ses amis. Marguerite, est-ce que tu as vu Blaise? Alors, oui, c'est pas rien ça pour une femme enseignante au primaire qui a fait le théâtre à cette époque, à qui j'ai donné la réplique étant jeune. C'est pas rien pour elle de voir son enfant vivre à travers le livre avec une passion qui remonte à très loin. Et puis enfin, c'est aussi parce que oui, je parlais des influences que j'ai vécues dans ma jeunesse, dans mes lectures, de tout ce que se porte, comme disait Jonas, pardon. Jonas tantôt, toutes ces fenêtres qui s'ouvrent et qui font entrer plein de choses. Et moi, ces choses-là, elles rémuent des univers à l'intérieur de moi. Et j'ai envie de raconter cela. Je parlais de l'œuvre de Conrad un jour et la rencontre que je fais moi en Belgique dans l'élément qui déclenche l'écriture de ce livre. Mais c'est aussi quelque chose qui va chercher dans cet univers où j'essaie de voir, si du point de vue de l'identité dont on parlait, ces gens-là n'étaient pas des sauvages. Qu'est-ce qu'ils auraient à dire, en quelque sorte, qui ne seraient pas sauvages et qui pourraient peut-être renverser le miroir? Ces choses-là, quand elles s'entrechoquent par mes lectures, je me sens pas d'autre choix que de le rendre sous ma plume. C'est ce que j'essaie de faire. On prend la plume, on ouvre les fenêtres et on laisse entrer les oiseaux. Est-ce que vous écrivez pour que votre mère soit fière? Oui, c'est sûr. Oui. Ma mère aussi était prof au primaire. En fait, une des choses que je vais souvent voler au dramaturge David Paquette, c'est sa définition du théâtre. Donc David Paquette, un écrivain contemporain, un dramaturge contemporain qui est basé à Montréal. Les auteurs de théâtre, ça invente des humains pour parler aux humains. Puis, je vais aller plus loin aussi en disant, c'est joué par des humains pour d'autres humains dans la salle. Donc, il y a cette rencontre-là, ce choc-là du fait qu'on est dans un art vivant, on est dans quelque chose de dangereux parce que c'est en direct, quelque chose de vertigineux. Puis, en quelque part, moi, c'est ce que j'essaie de faire quand j'écris. Je suis beaucoup dans une écriture de l'intime, je suis beaucoup dans une écriture de l'émotion, si on veut. La relation aussi. Les relations humaines. Puis ce que j'essaie de faire, c'est parler des humains à d'autres humains. Je veux rendre quelque chose d'un peu plus humain quand j'écris. Aurélie, pourquoi vous prenez la plume? Pour ne pas me taire, je vais aller tout simplement. Mishka parlait de La nuit d'Elie Wiesel. Ça a été écrit en yiddish avant, à la base. Et si on traduit le titre yiddish, c'est « Et le monde se taisait ». Et puis c'est aussi pour ne plus jamais se taire, c'est aussi toute la dernière strophe du poème de Jean-Marc Dalpé dans Jean d'Issy, dont je tairai le nom. Blaise, tu pourras dire le nom du poème. Donc c'est ça, les écrivains ils prennent la parole, c'est pour pas se taire, c'est beaucoup plus facile de se taire, mais on parlait de l'urgence. Ouais. Voilà, pour pas se taire. Et pour vous, Louena, je pense que vous avez le mot de la fin. Avant, j'ai envie de raconter une petite anecdote par rapport à ce que disait Blaise. On a posé la même question à Dany Laferrière et qui racontait un petit peu la même histoire. J'écris pour maman. Et il dit, j'ai écrit pas mal de livres, maman n'a jamais été impressionnée. C'est seulement lorsque je suis rentré à l'Académie française qu'elle a été impressionnée. Parce que sa définition de la langue est un petit peu la conjugaison, la grammaire, l'orthographe, l'écriture, tout le monde peut écrire. Alors, pourquoi écrire ? Moi, j'ai envie de dire, toute passion est un déséquilibre. Pour écrire, pour faire de la gastronomie, pour être un grand footballeur, etc. Il faut qu'il y ait un déséquilibre quelque part. Il faut prendre du temps à la famille, du temps aux amis, du temps, etc. L'écriture est une passion très solitaire et très dévorante. Alors, pour la nourrir, on la nourrit comme on peut, mais j'ai envie de dire au final que j'écris
comme fait une cuisinière sa cuisine, comme fait ma mère, nos mères, comme elles se brûlent quotidiennement pour que nous puissions apporter notre petite brique à l'édifice du vivre ensemble. L'écriture, oui, si on l'a située dans l'essor des sociétés, il doit être au service de quelque chose, au service ne serait-ce que d'une certaine idée de l'idéal, d'une certaine idée du vivre ensemble, parce que c'est grâce au livre, c'est grâce à l'art, c'est grâce, etc., que nous sommes devenus quand même meilleurs. C'est-à-dire, par exemple, c'est grâce à ça que le vivre démocratique est né. C'est quoi le vivre démocratique? C'est à la place de se faire la guerre, on se parle. C'est l'espace, disait un philosophe français, l'espace de la blessure commune, mais toujours est-il que vaut mieux être blessé par des mots qu'être violenté ou être tout simplement assassiné. Tellement, tellement. Eh bien, on écrit pour vivre. On écrit pour vivre. Louenas Assini, merci beaucoup. Aurélie Lacassagne, merci. Mishka Lavigne, merci beaucoup. Blaise Ndala, merci. Bonne fin de salon à vous. C'est presque terminé. Je veux dire un immense merci à l'Association des auteurs de l'Ontario français qui a organisé cette table ronde. Yves Turbide, Aude Ramani, merci beaucoup. Et merci évidemment au Salon du Livre de l'Outaouais qui a permis tout ça et qui nous accueille aussi dans des locaux. On a été chanceux, nous, vraiment aujourd'hui, d'être ensemble parce que la plupart des entretiens se sont faits de façon virtuelle. Alors, merci à toute l'équipe qui est ici. Et puis, eh bien, que vivent les livres et leurs auteurs et leurs autrices ou auteurs. Enfin, ça, c'est une autre question. Au revoir. À bientôt. Un prochain débat, ça. Oui, c'est ça.